imaginez un homme qui traverse la France en stop, un Opinel dans la poche et une bouteille d'alcool à la main. Un homme que personne ne remarque vraiment. Un routard parmi tant d'autres sur les routes de France dans les années 80. Sauf que cet homme n'est pas un simple routard. Entre 1984 et 1992, il va tuer au moins 11 personnes. Des enfants, des adolescents, des personnes âgées. Sans logique apparente, sans mobile clair, juste l'opportunité. Son nom, Francis Holm. Et ce qui rend son histoire encore plus glaçante, c'est qu'il a fallu 8 ans et des dizaines de victimes avant qu'un enquêteur comprenne enfin le schéma. 8 ans pendant lesquels il a continué à errer, à frapper, à tuer. Mais il y a pire, bien pire. L'une de ses victimes, une adolescente de 14 ans, a été assassinée avec la complicité de son propre père. Oui, vous avez bien entendu, son père a participé au meurtre de sa fille. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du routard du crime. L'un des tueurs en série les plus terrifiants de l'histoire criminelle française. On va prendre le temps de comprendre comment un enfant battu devient un monstre. Comment un gendarme obstiné finit par démasquer l'invisible. Et comment des familles attendent justice pendant des décennies. Préparez-vous, parce que cette histoire mérite qu'on prenne le temps de raconter. « 25 février 1959, Metz en Moselle. Francis Holm naît dans une famille modeste. Mais attention, on ne va pas vous servir l'excuse habituelle du « il était pauvre, donc il est devenu un monstre ». Non, ce qui se passe dans cette famille va bien au-delà de la simple pauvreté. Francis grandit surtout à Briey, en Meurthe-et-Moselle, dans l'une de ces cités HLM futuristes conçues par Le Corbusier. Vous savez, ces immeubles brutalistes censés incarner l'avenir radieux? Sauf que pour Francis, c'est l'enfer sur Terre. Son père, Marcel Holm, né en 1934, est électricien. Sa mère, Nicole Houillon, née en 1940, est serveuse. Sur le papier, une famille ouvrière normale des années 60. Francis a aussi une sœur, Christine de 6 ans son aînée. Sauf que derrière la façade, c'est l'apocalypse. Marcel Holm est violent, alcoolique, joueur compulsif. Il dilapide l'argent du ménage aux courses de chevaux, au tarot. La belle famille le déteste, le surnomme le Boche, à cause de son accent alsacien. Mais ce qu'il fait subir à son fils est tout simplement insoutenable. Il le frappe régulièrement, à coups de poing, à coups de pied, le traite de bâtard, de retardé, l'enferme à la cave, parfois pendant des heures. Francis grandit dans la terreur absolue, la honte, l'humiliation constante. Imaginez un gamin, 7, 8, 9 ans, qui rentre de l'école et qui ne sait jamais s'il va recevoir une gifle ou passer la nuit enfermé dans le noir. Qui entend son père hurler sur sa mère, qui voit sa mère pleurer, impuissante. Sa mère, Nicole, elle est décrite comme fragile, elle-même alcoolisée, complètement déplacée par la situation. Elle ne protège pas son fils. Elle ne peut pas. Elle survit à peine à elle-même. Et pourtant, Francis l'idolâtre. Il la voit même comme une sainte. Elle est son unique refuge dans ce chaos familial. Sa sœur, Christine, elle, est plus chanceuse. Elle entretient une relation plus affectueuse avec Francis. Mais elle finit par partir, se marier, échapper à cet enfer. Francis, lui, reste. Mais voilà le twist. Et il est de taille. Francis naît avec une particularité génétique, le syndrome de Klinefelter. Une anomalie chromosomique où un homme possède un chromosome X supplémentaire. Concrètement, ça lui donne une apparence peu masculine. Pas de barbe, peu de poils, des épaules étroites, des hanches larges, des organes reproducteurs de petite taille. Un développement pubertaire retardé. À l'école, c'est une catastrophe. On se moque de lui. On le traite de fille, de pédé, de mongol. Ses difficultés scolaires, son QI, est inférieur à la moyenne.
ajoute aux humiliations. Et vous savez ce qui est encore plus tragique ? Francis est tellement livré à lui-même, tellement négligé, qu'enfant, il se nourrit parfois de pâté pour chat en boîte. Ses parents ne lui préparent pas à manger. Alors il ouvre les boîtes du chat de la famille et il mange ça. Ça lui vaut le surnom de Félix le chat, en référence à la marque. Certains gamins de l'école croient même que c'est son vrai prénom. Imaginez la scène. Un gamin qui mange de la pâtée pour chat parce que ses parents s'en fichent. À l'adolescence, les premiers signaux d'alarme apparaissent et ils sont terrifiants. Francis devient alcoolique. À 13-14 ans, il boit déjà régulièrement. Il traîne dans les rues, dort dehors, rentre ivre. Mais il y a pire. Il commence à torturer des animaux. Des témoins racontent qu'il enterre des chats, des chiens, des lapins, vivants. Juste pour les regarder suffoquer, se débattre. Il prend plaisir à leur souffrance. Il se taillade aussi le corps, avec des tessons de bouteilles, des morceaux de verre. Il se fait des entailles profondes sur les bras, les cuisses, le torse. Comme s'il voulait faire sortir quelque chose de lui. Ou comme s'il voulait sentir quelque chose, n'importe quoi. Il tente plusieurs fois de se suicider. Overdose de médicaments, pendaison ratée, chaque fois il survit. Et chaque fois son père minimise. C'est du cirque, il veut attirer l'attention. En raison de ses troubles psychiatriques avérés, il est exempté du service militaire. Les médecins militaires notent des troubles graves de la personnalité. Il ne passera jamais le permis de conduire non plus. Toute sa vie, il se déplacera à pied, en vélo ou en autostop. À 20 ans, en 1979, il découvre le cyclotourisme. Il parcourt des dizaines, parfois des centaines de kilomètres à vélo. Ça devient son échappatoire. Il pédale pour fuir, pour ne plus penser, pour exister quelque part. Il travaille aussi comme manœuvre, comme maçon. Et là, surprise. On le dit travailleur exemplaire. Il est ponctuel, efficace, silencieux. Mais son alcoolisme le rattrape toujours. Il arrive ivre sur les chantiers, il se bagarre, il se fait licencier, encore et encore. Et puis, en 1984, survient l'événement qui va tout faire basculer. Le 16 octobre 1984, sa mère meurt d'un cancer. Elle a 44 ans. Francis est anéanti, complètement détruit. Plusieurs témoins racontent qu'à l'enterrement, il se serait jeté dans la tombe, littéralement, qu'il aurait fallu le retenir, le tirer de force pour qu'il ne reste pas avec le cercueil de sa mère. Sa sœur Christine part définitivement. Son père se remet rapidement en couple, avec une autre femme. Francis se retrouve seul, complètement seul, sans repère, sans amour, sans rien. 15 jours plus tard, il commet son premier meurtre. « 5 novembre 1984. Nous sommes près de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, plus précisément à Montauville, une petite commune rurale. Lionel Gineste a 17 ans. C'est une adolescente ordinaire qui rentre chez elle après une journée normale. Elle marche sur une route de campagne, seule, en fin d'après-midi. Elle ne sait pas que Francis Holm rôde dans le coin, qu'il vient de perdre sa mère il y a 2 semaines, qu'il est ivre, qu'il a basculé dans quelque chose de noir, de profond, d'irréversible. Ce jour-là, Francis n'est pas seul. Il est accompagné d'un homme nommé Joseph Molin. Les deux traînent ensemble, boivent, errent sur les routes. Quand ils croisent Lionel, quelque chose se déclenche. Les détails exacts de ce qui s'est passé sont glaçants. Lionel est d'abord agressé verbalement, puis physiquement. Elle tente de fuir, mais elle est rattrapée, traînée dans un champ, à l'écart de la route. Elle est violée à plusieurs reprises par les 2 hommes, puis elle est tuée, étranglée, laissée là, dans la boue, comme un déchet. Son corps est retrouvé quelques heures plus tard par des passants. L'autopsie révèle des traces de violence extrême, des ecchymoses partout, des côtes brisées, des marques de strangulation. L'enquête est lancée immédiatement. Les gendarmes interrogent des témoins, des gens qui ont vu 2 hommes traîner dans le coin.
Mais les descriptions sont floues. Et surtout, Francis Hall n'a pas de casier judiciaire. Il n'est dans aucun fichier. L'enquête stagne. Pendant des années, Lionel Gineste devient un cold case. Un dossier qui dort dans une armoire. Une famille qui pleure sans savoir. Holmes, lui, continue sa route. Littéralement. Parce que Francis Holmes, c'est ça. Un homme sans domicile fixe. Qui se déplace en stop. Dort dans des foyers, des hôtels de nuit, chez des connaissances de passage. Il ne laisse aucune trace administrative. Il est invisible. Un fantôme. Et c'est justement cette invisibilité qui va lui permettre de tuer encore et encore. « 1985, Le Var, Port-Grimaud. Cette station balnéaire chic, avec ses canaux façon Venise, un cadre idyllique, des vacances, du soleil. Joris Viville a 8 ans, un petit garçon blond, souriant, qui joue dans un parc avec d'autres enfants. C'est l'été, il fait chaud. Les parents sont détendus. Francis Holmes traîne dans le coin. Il a fait du stop jusqu'ici, il dort dans un foyer. Il boit beaucoup. Ce jour-là, il repère Joris, un gamin qui joue seul, un peu à l'écart. Une opportunité. On ne sait pas exactement comment il l'a attiré. Peut-être en lui proposant de lui montrer quelque chose. Peut-être en jouant le gentil monsieur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il l'a entraîné loin du parc, dans un bois à l'écart. Là, il le frappe, violemment. Joris tente de crier, mais Holmes le bâillonne, le tue. On ne connaît pas tous les détails, car Holmes changea plusieurs fois de version. Ensuite, il déplace le corps, sur plusieurs kilomètres, comme s'il voulait effacer toute trace, comme s'il voulait que l'enfant disparaisse complètement. Le corps de Joris est retrouvé des jours plus tard, dans un état de décomposition avancée. L'autopsie est difficile, les preuves matérielles sont minces, l'enquête piétine. Pendant des années, personne ne sait ce qui a tué ce petit garçon. Quand Holmes est interrogé des années plus tard, en 1992, il reconnaît les faits. Mais il change plusieurs fois de version. Il parle d'un complice, puis d'un autre. Puis il se dit qu'il était seul. Puis qu'il n'était pas seul. Seul lui sera finalement condamné. Mais le doute demeure. Y avait-il un complice? Ou Holmes invente-t-il des complices pour diluer sa culpabilité? On ne le saura jamais. 1986. Montigny-les-Metz, en Moselle. Une banlieue ouvrière de Metz, des HLM, des terrains vagues, des gamins qui jouent dehors. Cyril Benning et Alexandre Berkrich, 11 ans et 12 ans, deux copains inséparables. Ils jouent dans un terrain vague après l'école, comme des milliers de gamins le font chaque jour. Francis Holmes est de passage dans la région. Il connaît bien Metz. C'est sa ville natale. Il traîne dans les cités, boit avec des marginaux, dort dans des foyers. Ce jour-là, il croise les deux gamins. Il joue, il rit, il ne se méfie pas. On ne sait pas comment Holmes les a approchés. Peut-être en leur proposant de l'alcool ou de leur montrer quelque chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il les a entraînés dans un coin isolé, du terrain vague. Et là, il les a frappés à coups de pierre. Imaginez la scène, deux gamins terrorisés. Un homme ivre, déchaîné, qui frappe encore et encore. Les crânes qui se brisent, le sang partout, les cris qui s'arrêtent. Cyril et Alexandre sont laissés pour morts, abandonnés dans la boue, dans les gravats. Leurs corps sont retrouvés quelques heures plus tard, par d'autres enfants. Le choc est total. Dans cette petite ville, tout le monde connaît tout le monde. C'est l'horreur absolue. L'enquête est lancée immédiatement. Les gendarmes ratissent le quartier, mais l'horreur ne s'arrête pas au coup de pierre. Elle continue dans les bureaux de police. Il faut un coupable, vite. La pression est immense. Alors les regards se tournent vers un voisin. Patrick Dills, 16 ans. Un adolescent timide, introverti, une proie facile. Après 36 heures de garde à vue, épuisé, manipulé, le gamin craque. Il avoue un crime qu'il n'a pas commis. Le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité.
Vous imaginez un innocent de 16 ans qui part pour l'enfer carcéral. Pendant que Patrick Hills perd sa jeunesse derrière les barreaux, Francis Holm, lui, est libre. Il a repris son sac, son opinel, et il est parti. L'invisibilité d'Holm a fait une troisième victime ce jour-là. Une victime vivante, mais détruite. Il faudra attendre 15 ans, 15 années volées, pour que la présence du routard sur les lieux soit établie et que Patrick Hills soit enfin innocenté. Ce n'est qu'en 2017, le chiffre est vertigineux. 31 ans après les faits, Combs sera jugé et condamné pour ce double meurtre. 31 ans d'attente, 31 ans de douleur, et encore, la condamnation repose essentiellement sur les aveux d'Holmes. Et la concordance de ces déplacements, les preuves ADN sont quasi inexistantes. Mais les familles, elles, pleurent, de soulagement. Enfin, le vrai nom, enfin le vrai coupable. Et maintenant, on arrive à l'affaire la plus glaçante. Celle qui vous glace le sang, celle qui dépasse l'entendement. 1987. Région de Metz. Laurence Guillaume a 14 ans, une adolescente discrète, timide, qui vit avec son père. Michel Guillaume, un homme de 42 ans. Il est un type ordinaire, en apparence. Ouvrier, divorcé, il élève seul sa fille. Sur le papier, rien de suspect. Sauf que Michel Guillaume cache quelque chose de monstrueux. Il entretient une relation incestueuse avec sa fille. Il la viole régulièrement, depuis des années. Laurence, terrorisée, ne dit rien. Elle subit, elle survit. Et puis un jour, Francis Holm entre dans leur vie. Michel Guillaume et Holm se rencontrent dans un bar, dans un foyer, dans un de ces lieux où traînent les marginaux. Ils boivent ensemble, parlent, se lient d'amitié, si on peut appeler ça comme ça. Et Michel Guillaume, ce père incestueux, propose quelque chose d'inimaginable à Holm. Michel Guillaume a le fantasme, mais il lui faut un complice pour franchir l'ultime limite. Il lui faut un catalyseur. Holm sera ce déclencheur. Il accepte l'invitation à venir chez lui pour violer sa fille ensemble. Oui, vous avez bien entendu. Un père qui invite un étranger à venir violer sa propre fille. Holm accepte. Évidemment pour lui, c'est une opportunité de plus. Ils se rendent donc chez Michel Guillaume. Laurence est là, seule, sans défense. Elle connaît déjà l'horreur que lui inflige son père. Mais là, elle découvre qu'il y a pire. Ce soir-là, Laurence est violée par les deux hommes, à plusieurs reprises. Dans sa propre maison, sous le regard de son père. Et puis, twist, ultime, il décide de la tuer. Pourquoi ? Pour qu'elle ne parle pas, pour effacer le témoin, pour que le secret reste enterré. Laurence est étranglée, frappée, tuée dans sa propre chambre, par son père et par Francis Holm. Son corps est ensuite déplacé, abandonné dans un endroit isolé, comme si elle n'avait jamais existé. Quand le corps de Laurence est retrouvé, l'enquête piétine d'abord, mais des témoignages émergent. Des voisins qui ont vu Holm traîner avec Michel Guillaume. Des incohérences dans les déclarations du père. Michel Guillaume, qui finit par craquer, il avoue tout, l'inceste, le viol collectif, le meurtre. Holm, de son côté, reconnaît aussi les faits, mais avec sa froideur habituelle, comme si c'était banal. Comme si tuer une adolescente de 14 ans avec son propre père n'était rien. Le procès fait l'effet d'une bombe. Comment un père peut-il faire ça à sa fille ? Michel Guillaume est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Holm, lui, écope d'une perpétuité supplémentaire. L'affaire Laurence Guillaume reste encore aujourd'hui l'une des plus sordides de l'histoire criminelle française. Pas seulement à cause de la violence, mais à cause de la trahison absolue. Le père, censé protéger, qui devient le bourreau. Entre 1988 et 1989, Holm erre dans la Marne, en région Champagne-Ardenne.
Il tue 3 personnes. Un agriculteur retrouvé dans son champ, le crâne fracassé. Une femme âgée assassinée chez elle. Une 3e victime dans un contexte de rixe. Les mobiles sont toujours les mêmes. Vol, alcool, opportunisme. Holm tue parce qu'il en a l'occasion, parce qu'il est ivre, parce qu'il peut. Ces 3 meurtres restent non résolus pendant des années. Ce n'est qu'après son arrestation en 1992 que les enquêteurs font le lien. En 2004, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour ces 3 crimes. Le 5 janvier 1992, Boulogne-sur-Mer. Dans le Pas-de-Calais, Jean-Rémy, 65 ans, est assassiné chez lui, probablement pour un vol. Holm avait besoin d'argent. Il entre chez Rémy, le frappe, le tue, fouille la maison, repart avec quelques billets. C'est le dernier meurtre connu de Francis Holm. 2 jours plus tard, le 7 janvier 1992, à Bischwiller, dans le Bas-Rhin, Holm est interpellé pour une tentative d'agression. Ce jour-là, il ne sait pas encore que sa cavale est terminée. Pendant 8 ans, Holm est un fantôme. Personne ne le voit, personne ne le traque. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le seul gendarme capable de voir ce que les autres ont raté. Pour comprendre cette traque, il faut comprendre qui est Jean-François Abgral. Abgral naît en Bretagne dans les années 50. Il entre jeune dans la gendarmerie. C'est un enquêteur méthodique, obstiné, presque maniaque. Le genre de type qui ne lâche jamais une affaire, même quand tout le monde a abandonné. Dans les années 80, il est affecté à la section de recherche de Rennes. À l'époque, la notion de tueur en série est encore floue en France. On parle de criminels récidivistes, de meurtriers multiples, mais il n'y a pas vraiment de méthode pour les identifier. Abgral, lui, s'intéresse à ce phénomène et lit des livres américains sur les serial killers. Il étudie les affaires de Ted Bundy, de John Wayne Gacy et Jeffrey Dahmer. Il comprend qu'il existe des individus qui tuent de manière répétée, souvent sans lien avec leurs victimes, et qui échappent aux enquêtes classiques, parce qu'ils sont mobiles. Il se forme seul, devient peu à peu un spécialiste. Ses collègues le trouvent parfois bizarre, obsédé, mais lui sait qu'il tient quelque chose. Et puis, en 1990, il est saisi d'une affaire, le meurtre d'Aline Pérez, à Brest. Aline Pérez est une femme âgée, retrouvée assassinée chez elle. Pas de mobile clair, pas de témoin, une affaire qui ressemble à tant d'autres. Mais Abgral remarque des détails. Le mode opératoire, la violence gratuite, l'absence de lien entre la victime et le tueur. Il commence à creuser, à fouiller dans d'autres affaires non résolues, en Bretagne, en Normandie, en Pays de la Loire. Il voit des similitudes, toujours des victimes choisies au hasard, toujours une violence extrême, toujours aucun témoin. Et il développe une théorie. Il existe un tueur en série itinérant qui se déplace en stop, qui tue au gré de ses rencontres. Un routard du crime. Ses supérieurs sont sceptiques. Tu vois des tueurs en série partout, Abgral. Mais lui ne lâche pas. Il constitue un dossier, recense des dizaines d'affaires non résolues, trace des cartes, cherche des récurrences. Et puis, en janvier 1992, il reçoit un coup de fil. 7 janvier 1992, Bischwiller dans le Bas-Rhin. Un homme est interpellé pour une tentative d'agression. Il a essayé de s'en prendre à quelqu'un dans la rue. Les gendarmes locaux l'embarquent pour l'entendre. L'homme se présente. Francis Holm. Pas de domicile fixe. Il traîne, fait du stop, dort dans des foyers. Les gendarmes l'entendent d'abord comme témoin dans une autre affaire. Mais quelque chose cloche. Il connaît des détails qu'il ne devrait pas connaître. Il parle de crime avec une précision troublante. Les gendarmes contactent la section de recherche et c'est Abgral qui décroche. Dès qu'il entend le profil, homme itinérant, alcoolique, sans attache, mémoire précise des lieux, il sait, il tient son tueur. Il se rend immédiatement à Bischwiller. Quand il rencontre Holm pour la première fois, c'est un choc. Holm ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'un tueur en série. Il est petit, maigre, peu impressionnant physiquement. Il a l'air d'un clochard, d'un type banal.
Mais dès qu'Abgral commence à lui parler, il comprend. Holm a une mémoire photographique des lieux qu'il a traversés. Il se souvient des dates, des villes, des routes. Mais surtout il parle. Il parle beaucoup, trop. Il décrit des scènes de violence avec une précision glaçante. Mais jamais il n'avoue directement. Il dit toujours « J'étais là, mais c'est mon copain qui a fait ça ». Ou « J'ai vu quelqu'un tuer, mais c'était pas moi ». Abgral reconnaît la technique. C'est ce qu'on appelle un aveu déguisé. Holm se met en scène, raconte des crimes, mais attribue toujours le geste final à un complice fantôme. Abgral passe des heures, des jours, des semaines à l'interroger. Il note tout, chaque détail, chaque nom de ville, chaque date. Et puis, il fait quelque chose de génial. Au lieu de partir d'un seul crime et de chercher le coupable, il part des récits d'Holm et les recoupe avec toutes les affaires non résolues en France. Il crée un tableau. Des tableaux. Des cartes. Il trace l'itinéraire d'Holm à travers le pays et à chaque étape, il trouve un meurtre non résolu. Metz, 1984. Lionel Gineste. Port-Grimaud. 1985. Joris Viville. Montigny-lès-Metz. 1986. Cyril Benning et Alexandre Berkrich. Metz. 1987. Laurence Guillaume. Marne. 1988-1989. 3 meurtres. Boulogne-sur-Mer. 1992. Jean Rémy. C'est une enquête à l'envers. Une méthode inédite en France à l'époque. Abgral parvient à rattacher Holm à au moins 11 meurtres, peut-être plus. Certains dossiers sont trop anciens, les preuves ont disparu. Mais pour 11 d'entre eux, la concordance est trop forte pour être un hasard. Holm est placé en détention provisoire. Il ne sortira plus jamais. Dans les années qui suivent, Abgral devient le spécialiste de l'affaire Holm. Il est entendu dans chaque procès. Il reconstitue le parcours d'Holm devant les jurys. Il explique sa psychologie, ses modes opératoires, ses stratégies d'évitement. Il devient aussi, malgré lui, un spécialiste reconnu des tueurs en série en France. Il forme d'autres enquêteurs. Il donne des conférences, il écrit des rapports. Mais ce qui le hante, c'est le temps perdu. Les années pendant lesquelles Holm a tué sans être inquiété. Les vies qui auraient pu être sauvées si on avait compris plus tôt. Abgral prendra sa retraite des années plus tard. Mais l'affaire Holm restera son obsession, son chef-d'œuvre et son fardeau. Les années suivantes sont une succession de procès. Chaque affaire est jugée séparément. Chaque fois, Holm est là, silencieux, absent. Il ne montre aucune émotion, aucun remords. 1997, Draguignan, cour d'assises du Var. Procès pour le meurtre de Joris Viville. Les parents de Joris sont là, ils pleurent. Ils veulent comprendre pourquoi leur fils est mort. Holm ne leur donne aucune réponse. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 1999. Nancy, cour d'assises du Meurthe-et-Moselle. Procès pour le meurtre de Lionel Gineste, 15 ans après les faits. La famille de Lionel a attendu 15 ans pour savoir. Holm est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. 1999. Saint-Omer, cour d'assises du Pas-de-Calais. Procès pour le meurtre de Jean Rémy, condamnation à 15 ans. 2004. Châlons en Champagne. Cour d'assises de la Marne. Procès pour les 3 meurtres dans la Marne. Condamnation à 30 ans supplémentaires. 2017. Versailles. Cour d'assises des Yvelines. Procès pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. 31 ans après les faits, les familles de Cyril et Alexandre sont épuisées. Elles ont attendu plus de 3 décennies. Holm est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, confirmé en appel en 2018. 2023, mise en examen pour un meurtre non élucidé.
de 1989 dans le Vaucluse. Un agriculteur retrouvé avec le crâne fracassé. L'affaire est encore en cours. Au total, au moins 11 meurtres reconnus, plusieurs condamnations à perpétuité, des dizaines d'années de réclusion criminelle cumulées. Mais voilà le problème. Les aveux d'Holm sont souvent contradictoires. Il change de version, il se rétracte, il accuse des complices qui n'existaient peut-être pas. Les avocats de la défense critiquent violemment l'absence de preuves matérielles dans certains dossiers. Ils crient à l'acharnement judiciaire. Ils disent qu'Holm avoue des crimes qu'il n'a pas commis, juste pour obtenir de l'attention, pour exister. Les débats sur la fiabilité de ses aveux font rage. Certains experts estiment qu'il a tué bien plus de 11 personnes. Peut-être 20, peut-être 30. D'autres craignent qu'il ait été condamné pour des crimes qu'il n'a pas commis. La vérité, on la saura probablement jamais complètement. Les expertises psychiatriques décrivent Holm comme un psychopathe. Trouble de la personnalité antisociale, désinhibition totale, absence d'empathie, incapacité à ressentir la culpabilité. Il souffre aussi d'épilepsie, d'alcoolisme chronique, de difficultés cognitives. Son QI est proche de la moyenne, mais il présente des troubles de l'attention, de la mémoire, de la régulation émotionnelle. Certains psychiatres avancent aussi qu'il souffre de troubles dissociatifs, qu'il se déconnecte de la réalité quand il tue, qu'il ne se souvient pas toujours clairement de ce qu'il a fait. Mais les tribunaux retiennent une responsabilité pénale pleine et entière. Oui, il a des troubles. Oui, il a eu une enfance horrible. Mais ça ne l'excuse pas. Il savait ce qu'il faisait. Il a choisi de tuer. Aujourd'hui, Francis Holm purge ses peines en détention. Il a 65 ans. Il ne sortira jamais de prison. Il mourra en prison. L'histoire de Francis Holm, c'est celle d'un homme brisé dès l'enfance. Un gamin battu, humilié, négligé, qui mange de la pâtée pour chat parce que personne ne s'occupe de lui. Mais c'est aussi celle d'un monstre, qui a fait le choix de la violence, qui a tué des enfants, des adolescents, des personnes âgées, sans aucune raison, juste parce qu'il en avait l'occasion. C'est l'histoire d'enquêteurs dépassés pendant des années, jusqu'à ce qu'un homme, Jean-François Abgral, comprenne enfin le schéma, jusqu'à ce qu'il connecte les points, jusqu'à ce qu'il arrête l'invisible. C'est l'histoire de familles dévastées, de victimes innocentes, d'enfants qui jouaient dans un parc et qui ne sont jamais rentrés chez eux, d'une adolescente trahie par son propre père. Le routard du crime restera dans l'histoire criminelle française comme l'un des tueurs en série les plus terrifiants, pas par son intelligence, pas par sa ruse, mais pour son opportunisme, sa violence gratuite, son invisibilité. Parce que Francis Holm, c'était juste un type sur le bord de la route, un type qu'on ne remarque pas, un type qui tend le pouce pour faire du stop. Et c'est justement ça qui est le plus effrayant. Combien d'autres Francis Holm existent aujourd'hui? Combien d'autres fantômes errent sur nos routes? On préfère ne pas le savoir. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les aveux d'Holm sont fiables? Pensez-vous qu'il a tué plus de 11 personnes? Ou au contraire qu'il a peut-être été condamné à tort pour certains crimes? Et surtout, comment expliquez-vous qu'il ait pu passer inaperçu pendant 8 ans? Le débat est ouvert. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, faites attention sur les routes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire.